Bonjour à tous et bienvenue sur notre webinaire Piloter et optimiser ses excédents de trésorerie. Enchantée de tous vous accueillir. Vous êtes déjà 44 à être présents. On va attendre encore quelques instants pour attendre les prochains. Bonjour. L'idée est de vous pouvoir juste tout de suite vous expliquer le fonctionnement. Donc, est-ce que vous, hop, là, vous voyez normalement bien l'écran? Vous allez avoir du coup sur le côté un chat dans lequel vous allez pouvoir poser vos questions, nous dire bonjour. Ça fait toujours plaisir d'avoir un bonjour. Merci. L'idée, c'est de pouvoir poser des questions au fil de l'eau. Évidemment, on a préparé une trame et le sujet, mais on est complètement preneur en direct de vos réactions. N'hésitez pas. Et ce que je vous propose dès à présent, c'est que l'on puisse se présenter. Et du coup, Thomas, je te laisse te présenter. Bonjour, merci Amélie. Bonjour à tous. Ravi de faire partie de ce webinaire avec Agicap sur effectivement le pilotage et l'optimisation des excédents de trésorerie. Je suis Thomas Forest, le cofondateur de Panda de Finance, courtier pour les entreprises spécialisées sur les placements de trésorerie. On travaille avec plus de 80 partenaires financiers et au quotidien, on aide les dirigeants, les DAF, les trésoriers à essayer de trouver la meilleure solution en fonction des problématiques de chacun. Et on espère qu'aujourd'hui, on pourra vous apporter des lumières sur les solutions qui peuvent exister et la façon dont il faut, les questions qu'il faut se poser sur les excédents de trésorerie et comment les gérer. Et Mathieu, je te laisse également te présenter. Oui, merci Amélie. Bonjour à tous. Donc, je suis Mathieu Glou, je suis responsable des partenariats chez Agicap. Je suis ravi d'être avec vous pour ce webinaire. Et moi, chez Agicap, je suis en charge notamment de la relation avec bien les cabinets d'expertise comptable, les cabinets de DAF part-time, les cabinets de conseil. Donc, si vous avez des questions à la fin du webinaire, n'hésitez pas à venir me voir. Et pour ma part, donc, je suis Amélie de Vaumécourt. Je pilote les partenariats commerciaux, institutionnels et technologiques pour Agicap. Et qui est Agicap? Agicap, nous sommes une solution SaaS de suivi et de pilotage de la trésorerie pour les TPE et PME en France et en Europe. Pour aller plus précisément, aujourd'hui, nos clients sont en France, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas et en Allemagne. Et nous accompagnons quotidiennement les PME pour qu'ils aient une vision plus claire de leur trésorerie disponible et surtout qu'ils puissent se projeter et avoir des prévisions de trésorerie afin de les aider à prendre les bonnes décisions opérationnelles quotidiennes dans la gestion de leur entreprise. On est 50 sur le webinaire et du coup, ce que je vous propose, c'est de commencer. On est ensemble jusqu'à midi et c'est parti. Hop là. Donc, sur le thème d'aujourd'hui, ce que l'on vous propose, c'est en premier lieu de pouvoir vous faire un petit focus sur le contexte économique actuel, notamment, et d'expliquer quel est l'état aujourd'hui du suivi et pilotage de trésorerie des PME et qu'est-ce qui explique des excédents de trésorerie actuellement sur le marché, de rentrer un peu plus dans le détail de qu'est-ce qu'on appelle excédents de trésorerie et comment on les identifie. Puis de parler de l'optimisation en tant que telle et des solutions de placement qu'il existe. Et enfin, de pouvoir discuter évidemment et de répondre à vos questions, puisque j'espère et je suis certaine qu'il y en aura beaucoup. Donc, passons dès à présent au contexte économique. Et Thomas, la parole est à toi. Merci. Donc, un petit mot effectivement sur le contexte de la liquidité, notamment des banques, qui a une influence forte sur les solutions qu'on peut trouver pour les clients. Aujourd'hui, on est dans un contexte où les banques font face à un excès de liquidité très importante, notamment parce que la Banque centrale a émis énormément de liquidité sur le marché, mais aussi parce que les banques aujourd'hui sont très excédentrices en général sur les dépôts de leurs clients, que ce soit les particuliers ou les entreprises, et que c'est très supérieur en fait à la production de crédit qu'ils font. Alors le crédit immobilier continue de bien marcher, mais aujourd'hui le crédit de consommation et le crédit ne marche pas très bien, du fait notamment de la crise, et le crédit d'équipement aux entreprises reste stable, mais pas forcément en forte croissance. Et en fait, cet excédent de dépôt, la banque est obligée, comme elle ne le prête pas, principalement de le placer à taux négatif, en particulier auprès de la Banque centrale, sur des taux au jour le jour à -50, mais également sur des titres très très sûrs, notamment des obligations d'État qui aujourd'hui
elles sont à 10 ans à 0 et puis en dessous, des taux négatifs. Donc tout ça, effectivement, pèse fortement sur les solutions de placement que les banques peuvent proposer à leurs clients, sur les choses les plus simples notamment. Et la situation ne devrait quand même pas forcément s'améliorer parce qu'aujourd'hui, avec la crise, on a moins de consommation, donc les banques prêtent moins, et on a plus d'épargne puisque les clients dépensent moins. Donc on est vraiment dans une situation assez forte, assez folle, avec beaucoup de négatifs notamment. Donc, si on passe peut-être au slide suivant, euh, pour illustrer un petit peu ce que je disais, c'est qu'on voit malgré une inflation à 1,5 qui reste faible prévue par la BCE cette année, on voit que les taux sont très largement négatifs. L'Euribor 12 mois, qui est en fait l'indication des taux auxquels se prêtent les banques à 12 mois, est très négatif, à moins 47. Et en fait, les banques ne veulent tellement pas d'argent que lorsqu'elles elles cherchent à se prêter sur des horizons plus courts, elles vont même se prêter en dessous de 0,50. Le taux sans risque de l'État à 10 ans est à 0. Il était négatif il y a encore pas très très longtemps. Ça reste excessivement bas. Et même à 30 ans, on arrive péniblement, on est en dessous de 1%. Et ça se traduit par des propositions aux clients de compte à terme des banques à 1 an qui sont en dessous de 0,20. Parfois même, les banques ne proposent rien pour leurs clients sur des placements de trésorerie. Donc voilà, c'est vraiment un contexte de taux toujours très bas, appelé probablement à durer. Donc, ce qui va faire en sorte qu'il faut que les clients trouvent des solutions s'ils cherchent à optimiser leur placement. Et on peut même arriver à une situation de taxation des dépôts pour certains clients qui seraient très excédentaires en cash auprès de leur banque. Et donc, de l'autre côté, si on regarde un petit peu ce qui se passe chez les entreprises, eh bien aujourd'hui, on se retrouve, et c'est peut-être pas forcément intuitif pour tout le monde, avec en fait des excédents de trésorerie énormes, plus de 184 milliards selon la BPI qui sont chez les PME aujourd'hui. Et effectivement, avec la crise sanitaire, ça peut paraître paradoxal. Et si on met de côté quelques secteurs qui sont assez touchés, comme l'hôtellerie, le tourisme, la restauration, ça s'explique par plusieurs choses. Déjà, on a quand même certains secteurs qui se portent bien. Je pense aux transporteurs avec les livraisons accrues qui aujourd'hui font que, avec tous les magasins fermés, en fait, on se fait de plus en plus livrer. On a des acteurs dans le BTP qui profitent de la situation. Enfin, les clients profitent de la situation pour rénover leurs biens, la santé évidemment, les laboratoires, l'informatique avec tous les projets de digitalisation, mais également on se retrouve aussi dans des situations où les entreprises ayant une vision de l'avenir assez floue vont peut-être décaler des investissements et garder de façon très sécuritaire de l'argent de côté pour faire face à des choses qui sont imprévisibles à cause de la situation actuelle. Ça a été renforcé également par la mise en place des PGE. Les banques aujourd'hui ont très largement mis en place des PGE financés par la Banque centrale auprès des entreprises. Et tout ça explique effectivement qu'on a beaucoup de trésoreries qui dorment sur les comptes courants. Voilà, donc c'est vraiment une situation où on n'a jamais eu autant de cash et aussi peu de solutions rémunératrices pour les clients. Comme je l'expliquais, hein, les banques aujourd'hui ont elles aussi beaucoup d'argent et peu de solutions donc à court terme. Et c'est pas impossible que même pour des TPE avec des montants plutôt faibles de placement, on se retrouve comme en Allemagne dans une situation de taxation des dépôts où les banques disent je peux plus supporter d'avoir trop de cash sur mes comptes, je suis obligé de te refacturer ce que me facture la Banque centrale notamment. Dans ce cas-là, il devient intéressant, voire même primordial, de finement analyser sa situation de trésorerie, ses prévisions de trésorerie, pour essayer de prendre des bonnes décisions pour savoir comment allouer ce cash, cette partie court terme qu'on doit sécuriser, mais peut-être effectivement avoir une vision sur la partie un peu plus long terme, où on peut peut-être se dire, je vais essayer de trouver des solutions qui vont me permettre d'avoir un peu plus de rémunération et d'éviter effectivement cette taxation des dépôts probable dans le courant de l'année ou dans les années à venir si jamais les conditions de taux et de liquidité ne changeaient pas trop. On avait une question de Laurent qui dit quel est le driver pour les banques? Avez-vous des exemples concernant la taxation des dépôts? Donc, ce que tu disais, c'est que c'est quelque chose qui se fait déjà sur le marché allemand, c'est cela? Alors, aujourd'hui, alors je sais plus les chiffres, mais je crois que c'était la BNP qui expliquait qu'avec tous les milliards de dépôts qu'ils avaient au début de l'année, ils démarraient l'année avec moins, je sais plus combien, 1 milliard de PNB et qu'il fallait à cause de ces excédents de dépôts. Une banque régionale me disait récemment que tous les mois, les excédents du dépôt lui coûtaient 2 millions d'euros.
Et effectivement, en Allemagne, la taxation des dépôts pour les particuliers au-dessus de 100 000 euros et même pour les entreprises, c'est déjà une réalité. Chez Pandat, on a des clients pour les gros corporates qui traitent avec nous, qui est une activité historique aussi chez nous, qui placent à taux négatif avec nous sur du compte courant, voire même sur des comptes à terme. Donc aujourd'hui, c'est déjà même une réalité en France. Les OPCVM monétaires, qui sont un outil normalement classique pour placer sa trésorerie, sont à moins 30, moins 40 de rendement. Donc oui, effectivement, on voit déjà des taxations de dépôt. Ok. Ça répond bien à la question. Je pense que ça y répond complètement. Pour donner un peu plus de contexte côté entreprise, puisque Panda, vous, de votre côté, vous êtes vraiment axé sur le placement de la trésorerie et le placement de ses excédents. Nous, côté Agicap, ce que l'on voit quotidiennement, c'est qu'aujourd'hui, pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, on accompagne un peu plus de 3000 TPE, PME dans le suivi et pilotage de leur entreprise et dans le suivi et pilotage de leur cash. Et on a à peu près 250 nouveaux clients par mois qui viennent utiliser notre solution. Et de façon régulière et constante depuis maintenant 4 ans, ce que l'on entend, c'est « je n'ai pas de visibilité sur ma trésorerie ». Donc, trésorerie ne veut pas dire « j'ai des difficultés et je n'ai pas de trésorerie disponible », c'est « je manque de visibilité ». Et comme tu le disais Thomas, le contexte actuel n'a fait que accélérer ce manque de visibilité. On a eu d'une part le premier confinement qui a eu un choc sur la trésorerie de façon souvent négative pour beaucoup d'entreprises et de secteurs. Et puis, on a eu les PGE qui ont, eux, reboosté la trésorerie des entreprises et eu un choc positif à l'inverse et ont gonflé artificiellement leur trésorerie. Donc, ces deux gros événements, plus le quotidien de la vie d'une entreprise, qui est qu'aujourd'hui, une PME, elle est multibancarisée, donc elle a au moins minimum la plupart du temps 2 banques qui l'accompagnent, plus en général, assez rapidement, plusieurs filiales et souvent plusieurs comptes ont du mal à voir concrètement quelle est la trésorerie disponible à l'instant T. Et quand on complexifie ça en se disant quel va être mon niveau de trésorerie disponible dans 1 semaine, 3 semaines, 1 mois, 6 mois, là, on arrive à une visite, à un flou pour beaucoup de dirigeants qui viennent nous voir. L'autre point, c'est que une fois que ce flou est constaté et que les dirigeants tentent d'avoir un suivi de leur trésorerie, ils sont souvent confrontés à une complexité pour concaténer cette donnée et arriver à la tenir à jour. Parce que aujourd'hui, pour avoir un suivi clair de sa trésorerie, on va d'une part chercher opérationnellement en temps réel ce qui se passe sur les comptes en banque, mais aussi rapprocher cela avec son compte, son poste client et son poste fournisseur. Et souvent, beaucoup d'entreprises viennent nous voir en disant en fait, j'ai mis à jour ma trésorerie, mais je ferme mon ordinateur, je repars quotidiennement opérationnellement à la gestion de ma société. Et quand j'ai besoin de prendre une décision basée sur cette donnée, en fait, la donnée que j'ai n'est plus à jour ou n'est plus viable. Si je la demande à un tiers extérieur, eh bien, je vais juste avoir une photo à un instant T, mais je ne vais pas avoir un suivi de trésorerie quotidien. Et en plus de cela, ce que l'on constate, c'est que donc difficulté à avoir un suivi de trésorerie, mais surtout, ce que l'on s'aperçoit, c'est que beaucoup de dirigeants et de DAF, de direction financière, nous disent on a besoin de prendre de la décision sur la base de données fiables et le manque de visibilité, en fait, nous crée du stress et nous empêche de prendre des décisions. Est-ce que je peux réaliser ou non cet investissement? Est-ce que je peux embaucher ou non? Est-ce que je peux réaliser cette croissance externe? Est-ce que je suis assez sécuritaire pour pouvoir finalement me dire que oui, je peux créer une poche de sécurité à court terme, mais aussi réaliser des placements qui vont me rapporter à court et moyen terme et pérenniser finalement l'évolution de mon entreprise. Et c'est sur ces points-là que l'on a essayé actuellement, nous, de travailler chez Agicap, en essayant de se dire, essayons de répondre globalement à la problématique des dirigeants de PME que nous rencontrons quotidiennement. Et ce que l'on relève le plus souvent, c'est j'ai besoin d'avoir un suivi automatisé en temps réel qui me prend peu de temps et qui me donne de la donnée viable. Cette donnée en temps réel, elle doit me donner la vision à l'instant T, mais aussi me permettre de faire des prévisions intelligentes en fonction de divers événements qu'il peut se passer dans le futur et donc de créer des scénarios.
Et à travers cette donnée et ces scénarios, je dois être en mesure de pouvoir faire des reportings réguliers sur ma trésorerie et de le partager à des tiers qui seraient mes conseils, mes actionnaires, mes investisseurs, mes financeurs, et de prendre les bonnes décisions, que ce soit en termes opérationnels au day-to-day, mais aussi plutôt création d'une vision moyen terme où je veux aller avec mon entreprise. Ce que je vous propose, c'est de passer désormais sur concrètement, qu'est-ce que les excédents de trésorerie? Et Thomas, toi, grand spécialiste, je te laisse la parole. Simplement, les excédents de trésorerie, c'est ni plus ni moins que la différence en fait entre ce qu'on va encaisser, les recettes, et ce qu'on va dépenser. C'est vraiment cet écart positif qu'on doit avoir pour sa société, qui permet de garantir notamment sa capacité d'autofinancement. Et ces excédents, quand on en a, c'est là où on peut se poser la question d'essayer de les optimiser. Et il faut regarder en fait cette partie qui va être à court terme. On sait peut-être avec des outils de prévision dont on parlait il y a 2 minutes, qu'on va en avoir besoin et qu'il va falloir aussi sécuriser et définir un peu la trésorerie que je qualifierais d'un peu plus long terme. La partie court terme correspondra pas forcément aux besoins au fonds de roulement, et c'est vraiment les excédents qu'il va falloir calculer. Au final, c'est vraiment cette distinction entre le court terme que je dois sécuriser et finalement la partie long terme qu'on va qualifier d'épargne un peu mobilisable pour des placements peut-être plus long terme. Globalement, en fait, ces excédents, il faut effectivement essayer de les gérer en fonction des besoins, assurer une réserve financière, notamment pour gérer les urgences, les investissements. Les urgences, ça va vraiment être de se dire j'ai un matelas et une corde pour la soie si jamais il y a un coup imprévu, comme une crise sanitaire par exemple. Financer les investissements, c'est aujourd'hui important aussi d'avoir ce cash de côté pour se dire, avec la reprise, il va falloir peut-être que j'accélère rapidement sur mes investissements pour accompagner le redémarrage de l'économie. Et puis, après, en fonction de chaque société, on va aussi vouloir rémunérer l'actionnaire. Et enfin, se dire, j'ai de la trésorerie vraiment très long terme, je peux chercher à la placer. Il faut pas perdre de vue, et il y avait une question d'ailleurs de Anne sur ce sujet, il y a aussi des reports de charges qui ont été mis en place, des PGE qu'il va falloir rembourser, et tout ça, pour reprendre le terme, ton terme Amélie, on complexifie effectivement la visibilité qu'on peut avoir sur son cash. Il faut essayer d'avoir le plus finement possible cette vision pour se dire, voilà, qu'est-ce que je dois faire sur chaque tranche de cash. Donc, ces excédents servent principalement à gérer ces situations-là. Ensuite, si on scrolle le prochain, donc après on peut se poser donc enfin la question du placement de ces excédents. Encore une fois, avec une première vision qui est la sécurisation de la trésorerie de la société. En vérité, le cash d'une entreprise, il n'est pas appelé à être là pour faire des placements financiers. C'est pas le but de l'entreprise. On doit sécuriser ce cash, le garantir au maximum, sur une vision court terme notamment, pour encore faire face à des situations d'urgence comme on en parlait un peu plus haut, mais également assurer de la liquidité. On parlait d'urgence, il faut que cet argent soit mobilisable rapidement. On peut pas faire un placement et se dire ah bah mince, c'est pas le moment de sortir de ce placement parce que les marchés ou quoi sont pas optimales. Il faut, on va pas dire à son actionnaire, à son board, non, on va attendre. Donc le sujet des placements, c'est vraiment la sécurisation, la liquidité. Il y a un sujet aussi qui peut être lié au financement. La note financière des entreprises permet d'avoir des financements dans de bonnes conditions, et c'est pas antinomique d'avoir du cash et des financements. Souvent, des entreprises dans une gestion saine vont faire des emprunts à moyen terme en prévision de projet, et sans forcément avoir besoin de cash tout de suite, et placer ce cash, ça leur permet en fait finalement de baisser le coût de portage et de se créer quelque part une espèce de ligne de trésorerie sur lequel on va pouvoir taper en cassant son placement, récupérer le cash pour investir. Et les placements permettent aussi, voilà, de participer au financement de l'entreprise. C'est pas forcément intuitif de dire ça, mais c'est aussi un sujet important. Et enfin, on peut se poser la question de se dire, bon, j'ai défini ma sécurité, mes besoins de liquidité, comment j'essaie d'optimiser et de trouver du revenu
dans le contexte actuel de taux très négatif, avec la partie courte, donc sur des choses très simples, et puis cette partie longue qu'on peut peut-être identifier ou on peut peut-être se projeter sur des horizons de liquidité ou sur des risques un peu plus longs, un peu plus forts pour aller chercher du rendement parce qu'on veut maintenir des revenus financiers lorsqu'on a vraiment un fonds de cuve très très important. Voilà. Voilà. Et du coup, ce qui nous paraissait, pour compléter ce que tu étais en train de dire, Thomas, et puis pour donner l'avis opérationnel, on a depuis un peu un an maintenant le groupe ENAF, le groupe français familial, qui suit et pilote sa trésorerie sur Agicap. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir vous partager ce bref témoignage d'une minute, parce que justement, le groupe ENAF aujourd'hui suit quotidiennement sa trésorerie sur Agicap, mais suit également ses placements sur Agicap. Je les laisse parler, ils en parlent mieux que moi. Je ne comprends pas le son. Le son est là? Ah! Je pensais que le son passait, mais j'ai l'impression que le son ne passe pas. C'est ça, Thomas? Moi, j'entends pas, en tout cas. Je ne sais pas si vous entendez. Ok. Non, il ne passe pas. Donc le son ne passe pas, c'est pas très grave. Excusez-moi. Donc du coup, je vais dire ce que dit Edith sur ce slide. Donc aujourd'hui, ce qu'elle explique, c'est que ENAF est passé d'une société traditionnelle familiale à un groupe, que les flux se sont complexifiés et que traditionnellement ils suivaient leur trésorerie sous Excel, et que elle a voulu à travers Agicap avoir une vision claire de sa trésorerie à travers 3 grandes familles qui étaient les financements, les emprunts et les placements. Et qui était important pour elle qu'en plus de sa trésorerie au day-to-day, elle a une vision globale de le remboursement de ses emprunts, de ses placements financiers et de la vision quotidienne de son entreprise. Du coup, vous pourrez aller voir la vidéo qui est disponible sur le site Agicap ou sur YouTube. Mes excuses, je ne savais pas que le son ne passait pas. Et si on adapte un petit peu le sujet Agicap, qui est vraiment de la gestion de trésorerie quotidienne, à comment on identifie finalement des éventuels excédents de trésorerie sur Agicap, parce que on s'est nous aperçus en échangeant avec des dirigeants qui réalisaient des placements de trésorerie, c'est que finalement, à travers Agicap, ils avaient la possibilité en premier lieu d'avoir une vision consolidée et donc de voir en temps réel, de façon globale, quel était leur niveau de trésorerie globalement, et donc de pouvoir se rassurer et identifier un excédent de trésorerie présent au niveau groupe et donc la possibilité de pouvoir le placer. Ils utilisent également des indicateurs clés qui est la variation nette de cash, que je vais vous proposer de vous montrer brièvement à travers l'outil Agicap, et puis des tableaux de solde qui permet également de suivre globalement l'état de ces comptes en banque et donc d'identifier à travers une alerte dès que le niveau de cash dépasse un certain seuil et permet du coup à l'entreprise de pouvoir se permettre de réaliser un placement de trésorerie. Hop, je me permets juste de partager un autre slide. Hop, onglet. Et vous l'avez ici. Est-ce qu'on voit bien? Donc là, vous êtes sur Agicap. Donc, comme je vous l'ai expliqué, à travers l'outil Agicap, on a un suivi en temps réel globalement de tous ces comptes en banque et quel est le niveau de chacun de ces comptes courants ou comptes secondaires. Dans le cas ici de cette entreprise, pour exemple, donc, nous voyons une vision avec des encaissements et des décaissements. Et nous avons par la suite ce que l'on appelle un tableau d'indicateurs clés que l'on paramètre avec nos clients pour suivre de façon globale des indicateurs de performance de l'entreprise. Le cumul de chiffre d'affaires, le nombre de clients, le panier moyen. Mais ce que l'on peut apercevoir et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de suivre en cumulé les encaissements et les décaissements sur la période. Et si je regarde le cas de cette entreprise aujourd'hui, je constate que mon entreprise a 3 millions, a encaissé 3 millions
d'euros sur la période et peut se permettre, enfin 2 981 000 euros exactement, et pourrait se permettre donc de réaliser un éventuel placement. Et elle peut aussi voir cette variation de cash mois après mois et voir que globalement, elle a une variation de cash fortement positive et se permettre éventuellement de créer un scénario qui serait un scénario de placement dans lequel, à date, l'entreprise prévoit un placement de trésorerie de 5 000 euros. Mais si elle envisage à partir de juin de passer ce placement non pas à 5 000 euros, mais à 50 000 euros, d'avoir une vision globale sur l'impact que ce placement aura sur sa trésorerie et pouvoir mettre en perspective son scénario principal avec son scénario de placement, voir qu'elle est largement en mesure, éventuellement sur cette société-là, de placer sa trésorerie et d'avoir toujours une trésorerie nettement positive sur les prochains mois et donc d'impacter opérationnellement sa trésorerie, mais sans prendre de risque au sein de son organisation. On peut évidemment voir cela, comme je vous le disais, à travers également la consolidation. Et donc, sur la consolidation, je peux finalement avoir la possibilité de suivre tous mes placements et donc avoir finalement au niveau groupe une vision aussi globale de ma trésorerie et suivre au niveau des tableaux de solde l'évolution de mes comptes en banque prévisionnels et éventuellement l'impact de mes placements sur ma trésorerie. Je peux aussi simuler à travers Agicap la possibilité d'avoir une rémunération sur mon compte de placement qui pourrait être éventuellement, partons du principe de 1% et de voir l'impact que cela aura directement sur mon compte de placement. L'idée est de vous faire une brève démonstration, ne pas aller dans un niveau de détail plus important sur Agicap. Il y aurait encore beaucoup à dire sur la solution. Ce que je vous propose, c'est de retourner sur les slides. Donc, je désactive le partage et je repasse sur un partage, hop, sur la présentation. Et Thomas, je te laisse la parole sur l'optimisation des placements de trésorerie. Sur l'optimisation du placement de trésorerie, effectivement, ce qui est intéressant, c'est l'exercice que tu viens de faire. C'est essayer de se projeter pour essayer de définir quels sont ses besoins de trésorerie. Et chaque situation d'entreprise va être très différente. On a essayé d'illustrer avec deux cas d'entreprise. Une en croissance, où effectivement, elle avait une croissance un petit peu forte, comme celle d'Agicap, qui marche très fort en ce moment, avec des besoins de placement réguliers. Et elle va régulièrement en mettre des nouveaux placements, comme tu disais, peut-être en mars faire 5 000 euros, peut-être en mai 50 000, sur notamment des comptes à terme. Et puis une vision d'une entreprise un peu plus mature avec un socle bien identifié, où là, elle va peut-être faire des placements moins bancaires, moins sécurisés, parce qu'elle a une vision plus stable. L'entreprise en croissance espère que sa croissance sera forte, mais elle a besoin de se ménager ce cash parce qu'elle se dit, on ne sait jamais comment va se passer le futur. Une entreprise plus mature, qui a un vrai recul d'expérience sur ce qu'elle sait faire, va se dire, finalement, mon fonds de cuve, je vais peut-être aller faire des placements autres que des placements bancaires liquides. Je vais peut-être faire des placements immobiliers, peut-être de l'assurance vie, peut-être des produits un peu plus dynamiques liés à la bourse. Et donc, en fonction de ça, on va avoir une vision de placement court terme, moyen terme, long terme. On peut se poser des questions sur les types de placements, des placements notamment verts. Il y avait une question de Stéphanie également sur s'il existait des placements d'IESG ou ISR. Oui, il en existe, on en commercialise, nous, que ce soit des comptes à terme où des banques vont ségréguer en fait le cash qu'ils vont collecter sur certains comptes à terme ESG pour financer des projets ESG. Mais on a aussi, par exemple, des fonds immobiliers qui ont un label ISR qui répondent à des normes environnementales fortes, notamment sur la partie bureau. Et ça, c'est des sujets qui, effectivement, toutes les sociétés de gestion, tous les producteurs de produits de placement financier et les acteurs comme nous poussent parce que, effectivement, c'est l'avenir, ça fait du sens pour tout le monde et ça va devenir même plus que l'avenir, ça va devenir une espèce de norme. Et puis, donc, on se pose la question du montant à placer, des horizons de placement et de son besoin de liquidité. Si on va sur le slide suivant, les trois questions à se poser avant de faire des placements, c'est le premier, à mon sens, quel est mon besoin de liquidité?
Est-ce que c'est de l'argent dont je dois pouvoir avoir besoin rapidement parce que il y a une incertitude forte, ou au contraire, je suis tranquille, c'est mon fond de cul, c'est mon matelas, et en fonction de ça, déjà, on va distinguer les placements qui sont en vert, les placements bancaires les plus liquides, d'autres placements plus rémunérateurs, contrat de capitalisation, qui est de l'assurance vie, SCPI, des fonds immobiliers ou produits structurés. Quelle est la durée sur laquelle aussi je peux m'engager? Est-ce que c'est quelques mois? Est-ce que c'est 2, 3 ans? Est-ce que c'est plus? Où là aussi, en fonction de l'horizon qu'on peut prendre, on peut aller chercher évidemment plus de rendement. Et quel est le risque qu'on est prêt à accepter? Avec quels objectifs de rendement on va chercher? Sur le risque qu'on est prêt à accepter, évidemment, certains vont, notamment les entreprises, vont pas vouloir prendre de risques. Donc, on va rester sur les produits qui sont verts sur le tableau. Et puis, si on est capable d'aller prendre d'autres risques, il faut aussi se poser la question, comment je peux suivre mon risque dans le temps? Je l'accepte au démarrage, mais comment je le suis et comment je le pilote? Et en fonction de ça, évidemment, là, on va aller chercher des rendements plus attractifs. C'est le fameux couple rendement-risque. Et donc, ce tableau cherche effectivement à présenter un peu sur 3 axes les produits qu'on peut aller chercher en fonction des réponses qu'on posera à ces 3 questions. Sachant que les 2 premières, notamment la première, me semble la plus importante et que c'est dans l'ordre, la première question qu'il faut se poser et qui va être très discriminante sur les solutions qu'on va aller chercher. Et puis donc, une fois qu'on a fait ça, on va se poser la question dans les produits, quelles sont les rémunérations qu'on peut entendre. On a essayé de faire un tableau synthétique en fonction de ces 3 critères et des rendements attendus. Et sans surprise, lorsqu'on va chercher de la liquidité et de la sécurité, les rendements, évidemment, vont être très, très bas. Il n'y a pas longtemps, on avait encore des comptes courants à 0,15, 0,25%, plutôt tendance à la baisse et à la raréfaction. Les banques aujourd'hui proposent de moins en moins de comptes courants rémunérés. J'ai envie même de dire qu'elles proposent des comptes courants rémunérés à zéro, dans le sens où lorsque vous déposez 1 euro dans la banque, souvent, elle va en placer une grande partie à la banque centrale à moins 50. Donc ça, c'est un produit qui se raréfie aussi. Mais c'est vraiment le produit de base, le plus simple. Tous les soirs, il y a un solde qui est fait et la banque va commencer à calculer les intérêts qu'elle va vous payer trimestriellement ou annuellement si elle rémunère votre compte. Le deuxième produit, qui est celui qu'on commercialise le plus, parce que c'est finalement là aussi le produit le plus simple, c'est le compte à terme. Le compte à terme, c'est un produit sur lequel on peut se projeter sur plusieurs années sans perdre la liquidité. On récupère son cash sous 32 jours. Et c'est finalement un produit d'attente où on se dit, dans le fond, plus je vais rester sur ce produit-là et plus la rémunération va augmenter au fil du temps. Vous pouvez sortir à tout moment. La rémunération est dégradée si vous sortez de façon anticipée, mais elle n'est pas nulle et elle est connue à l'avance. Il n'y a pas de surprise. Là, on a des rémunérations qui étaient encore à 0,70, là aussi en baisse et qui vont encore baisser dans l'année. Donc ça, c'est les 2 produits phares des trésoreries d'entreprise. Et puis, on va commencer à se poser la question de se dire, bon, voilà, j'ai un peu d'horizon, j'ai un peu moins de besoin de liquidité. Qu'est-ce que je peux faire pour quand même maintenir mes rendements financiers? Le premier produit qui vient à l'esprit, c'est le contrat de capitalisation lorsqu'on peut en bénéficier, notamment les holdings patrimoniales, où là, on va aller chercher du fonds euro. C'est ni plus ni moins qu'un actif sécurisé par l'assureur, très diversifiant par rapport à des banques en termes de risque de signature et avec des rémunérations encore meilleures que les comptes à terme parce qu'on bénéficie en fait finalement de produits dans lesquels les assureurs ont investi il y a des années et qui rémunèrent notamment des obligations, qui versent des coupons. Malheureusement, j'ai un scoop, c'est que les rendements là aussi vont baisser sur ce produit-là, mais c'est vraiment le produit le plus simple aussi. Et puis, les autres produits, c'est vraiment notamment les produits immobiliers ou des produits structurés où on est capable de prendre du risque. Il n'y a pas de capital garanti cette fois-ci. On est capable de prendre du risque, on est capable de se projeter sur 5, 8, 10 ans, mais on veut une rémunération un peu plus attractive. L'immobilier, assez intéressant, c'est que finalement, on va chercher des rendements locatifs de l'ordre de 4-5% chaque année et espérer une revalorisation de 1 à 2% peut-être par an, de ce qui a été le cas l'an dernier malgré la crise, du portefeuille immobilier. Donc ça, c'est des produits où en fait des sociétés de gestion investissent pour vous dans des bureaux, dans des commerces, dans des aussi actifs très très liés à la vie, par exemple des crèches, des maternités, des cliniques, des écoles, des EHPAD, où là on a des baux qui sont longs et on espère toucher des loyers sur la durée, sur 10-15 ans. Donc ça, c'est des produits qui plaisent beaucoup, avec sa variante OPCI qui donne un peu plus de liquidité, mais qui a aussi
une vision de rendement à peu près de 6% par an sur la durée. Et enfin, certains clients cherchent à profiter du dynamisme des marchés et à aller prendre des paris sur la croissance d'un marché, d'un indice. Par exemple, le CAC 40, on regarde le CAC 40 aujourd'hui et on se dit dans un an, est-ce que le CAC 40 sera positif? Et auquel cas, on gagne son pari, on peut toucher des rendements de 6, 8, 10% suivant le pari. Euh, Ce qui est intéressant dans ce produit-là, c'est qu'on va mettre des garde-fous et qu'on va essayer de se dire si le CAC 40 ou un autre indice ou une action perd, qu'est-ce qu'on peut mettre comme protection jusqu'à 30, 40, 50% sans que mon capital soit en risque. Et par contre, ça reste comme des produits à des horizons qui peuvent être un peu longs parce que on se donne parfois le temps aussi de gagner son pari jusqu'à 8, 10, 12 ans. Donc voilà les solutions. Des plus simples, sécurisées, liquides ou un peu plus rémunératrices, attractives, des revenus réguliers comme la SCPI ou des paris ponctuels un peu sécurisés comme des produits structurés. C'est des solutions aujourd'hui qui plaisent de plus en plus, notamment pour la partie euh, société mature ou holding où on a du cash, on a une vision et on cherche à avoir une vision un peu plus patrimoniale. Donc deux thèmes, hein, le liquide, la trésorerie court terme et la trésorerie plus moyen terme, long terme. Thomas, on a pas mal de questions. Là, une des questions est de dire, est-ce qu'il y a des placements verts qui rapportent? Déjà, est-ce qu'il y a des placements verts? Il y a des placements verts sur toutes les classes de produits. Donc oui, il y a des placements verts qui rapportent. Sur les comptes à terme, je le disais, des banques ont mis en place des comptes à terme ESG pour financer des projets ESG. Par contre, les rémunérations de ces produits sont au niveau de ceux des autres comptes à terme. Il existe même des banques qui vont dégrader un peu le rendement de ces produits ESG, très peu. En même temps, on est dans des taux très très bas, c'est difficile de les faire baisser plus. Et puis, bah, je le disais, sur l'immobilier, nous, on commercialise notamment une SCPI qui a eu un label ISR qui fait en sorte qu'en fait, que tous les bâtiments dans lesquels ils investissent suivent des normes, notamment écologiques, très fortes, et d'essayer d'avoir une neutralité carbone en particulier. Sur les produits structurés également, on peut avoir des produits indexés sur des indices qui n'investissent que sur des sociétés avec des critères ESG assez importants. Donc oui, oui, l'ESG, c'est un sujet qui est porteur. Et je dirais même plus, comme des institutionnels notamment, mais beaucoup de particuliers également, et enfin des acteurs au sens large cherchent à investir sur des produits ESG, ça draine des liquidités vers ces produits, donc ça augmente la valorisation de ces produits quelque part. Donc oui, d'autant plus rémunérateur presque. Ok, et on avait une autre question intéressante, c'est finalement sur le compte à terme, quel est le seuil minimal et est-ce que, à partir de quoi on peut se dire, je peux commencer à placer ma trésorerie, est-ce qu'on est obligé d'être une grosse PME pour faire ça ou ça s'adresse aussi à de la petite TPE, enfin à de la TPE ou petite PME? Oui, nous, en fait, le seuil minimum, c'est 20 000 euros chez nos partenaires. On a même des indépendants, des consultants qui placent avec nous, donc des TPE. Ça peut monter sur des montants très importants. Il n'y a pas de seuil. Après, il faut se poser quand même la question, c'est à 20 000 euros vu les taux. Est-ce que l'enjeu de placer sur les comptes à terme qui vont vous rémunérer 0,20 peut-être au bout d'un an pour 20 000 euros, est-ce que le temps qu'on y passe vaut la peine? La question est, je la retourne chez le client quelque part à se dire, est-ce que c'est pertinent de faire ça? La réponse est en partie oui, parce que si on fait des comptes à terme à 5 ans, on va garantir, parce que la banque, c'est un contrat sur lequel elle s'engage sur 5 ans, elle va pas vous taxer les dépôts sur 5 ans. Lorsque vous restez sur un compte courant, même sur des sommes faibles, il n'est pas interdit de penser que dans quelques temps, les banques commencent à dire vos dépôts me coûtent trop cher, je vous les refacture au coût auquel ils me coûtent. Euh, donc, ça, donc le seuil minimum est de 20 000 euros. Mais deux questions quand même à avoir en tête, c'est quels sont les gains que je vais en faire et quelle est ma vision à moyen terme de ce cash. On avait une question aussi de Laurent. Quel est le risque de perte en capital sur ces produits de rémunération de trésorerie les plus agressifs? Sur les produits structurés, bah, en fait, ce qui est intéressant sur les produits structurés, c'est qu'on peut, suivant les montants des clients, moduler un petit peu les protections. Et évidemment, moins on met de protection, plus on va avoir rendement. Trouver des produits structurés à capital garanti, ça n'existe quasiment plus aujourd'hui. Ou alors, ça va être des taux quasiment à zéro, qui valent peu la peine. Euh, le produit standard, qui est l'autocall, finalement, c'est un produit où on regarde, je disais par exemple le CAC 40, on va se dire tous les ans, on regarde si le CAC 40 a augmenté, et si chaque année, enfin si dès qu'il a augmenté à date anniversaire, on est remboursé,
Et on a 10 ans pour que le pari se gagne. Et au bout de 10 ans, on va regarder si le 4,40 n'a pas perdu plus de 40%. Et s'il n'a pas perdu plus de 40% dans 10 ans, et si on n'a pas été rappelé avant, à ce moment-là, on est remboursé. Et le risque, il est que le 4,40 dans 10 ans ait perdu plus de 40%. C'est un exemple, hein, ça peut être 30, ça peut être 50%. On peut fixer des seuils avec les clients. Et donc, le 4,40 ait perdu plus que cette valeur-là dans 10 ans, et on est plutôt serein parce qu'on se dit quand même que sur une longue traîne comme ça, les marchés quand même vont plutôt globalement, il y a un biais positif hein, finalement sur les marchés, vont plutôt augmenter. Euh, et aussi, il faut se rappeler qu'à chaque date anniversaire, c'est qu'on n'a jamais, pendant 10 ans, été rappelé, c'est-à-dire qu'on n'a jamais été remboursé de façon anticipée. Donc le risque est assez faible. Nous, on n'a jamais eu de cas de clients qui ont perdu de l'argent sur les produits structurés. Pour autant, il y a un risque. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Et si on décide d'aller sur des actions, si vous faites un produit structuré sur, je sais pas, sur Tesla plutôt que sur le 440, évidemment, le risque que Tesla puisse perdre plus de 40% dans 10 ans, il est peut-être plus fort que sur un compte à terme, mais la rémunération qu'on va en attendre de ce produit-là va être plus forte également. Donc, finalement, quand il y a des rendements qui sont attractifs, il faut toujours regarder le risque et se poser la question de savoir quel est le risque que j'accepte de prendre pour le rendement que je cherche. Et on a Lisa qui nous pose aussi une question en disant parmi combien de banques puis-je choisir pour un dépôt à terme? Bah, en banque, en France, il y a 200 banques, potentiellement Voilà. 200. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'il y a des banques qui cherchent moins à collecter. Je le disais aujourd'hui, il y a pas mal de banques qui aujourd'hui sont très excédentrices en cash. Et si vous venez juste pour faire un dépôt, c'est possible que la banque ne vous propose rien. Maintenant, ce qui se passe, c'est que les banques aussi cherchent à ménager une relation commerciale avec leurs clients et pour accompagner finalement le business qu'il y a avec ce client, peuvent proposer des produits de compte à terme, même pour aller chercher des nouvelles parts de marché, pour rentrer en relation avec des nouveaux prospects, proposer des taux de compte à terme. Et puis, on a quelques banques aussi qui, sur des métiers très spécialisés, peuvent peut-être parfois ponctuellement proposer des taux de compte à terme sans relation commerciale, juste pour refinancer leur bilan parce qu'elles ont un intérêt quand même aussi en termes de ratio bancaire à aller collecter de l'épargne auprès des gens de l'économie que je qualifierais de réelle, entreprises ou particuliers, et qui peuvent proposer des taux. Mais pour répondre à cette question, le nombre de banques qui proposent des comptes à terme s'amenuise au fur et à mesure parce que le cash est très excédentaire chez les banques. Voilà. Mais parmi les 200 banques qu'il y a en France, on arrive toujours à trouver quand même des partenaires qui proposent des taux, pas forcément hyper élevés, mais voilà. Ok, et ben hyper clair. Merci Thomas pour ces réponses. Donc du coup, ce que l'on peut dire en conclusion, puisqu'il est 11h59 et que c'est la fin de notre webinaire, c'est qu'en premier lieu, il existe des outils et des solutions pour avoir un suivi quotidien de sa trésorerie. Dans le suivi quotidien de sa trésorerie, on peut facilement du coup identifier un éventuel excédent de trésorerie qui pourrait être intéressant de tracer. Et là, quand la question se pose du placement, il y a toujours le duo rendement de risque à venir analyser pour identifier éventuellement quel rendement nous voulons, mais pour quel risque nous sommes prêts à y aller. Évidemment, ce webinaire vous sera partagé en enregistrement si vous souhaitez le rediffuser. Et puis, vous avez évidemment la possibilité également de prendre contact avec nous, que ce soit Panda ou Agicap, en disant que c'est suite au webinaire. Et on sera ravis éventuellement de répondre plus en détail à vos questions si on n'a pas pu répondre à toutes les questions pendant le temps imparti. Du coup, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup Thomas et merci Mathieu. Merci. Merci à tous. Merci. Et puis, voilà, on est disponible encore une fois pour toutes vos questions. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.